Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout des femmes qui osent s'engager pour changer le monde, que ce soit en faveur de la parité, de l'égalité professionnelle ou de la justice sociale. C'est le cas de notre invitée de la semaine. Elle s'appelle Mélanie Lemay. Elle a fait de la justice sociale son engagement. Mélanie Lemay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invitée. Alors, vous êtes étudiante à la maîtrise en art-thérapie à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Je me suis entraînée. Vous êtes cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles et vous avez à cœur la justice sociale. Vous militez beaucoup pour lutter contre le sexisme ordinaire. Vous êtes engagée en politique et vous êtes convaincue que c'est en éduquant la population qu'on pourra éradiquer le racisme ordinaire et surtout les conséquences qui en découlent. Tout à fait, oui. Alors, bien évidemment, dans tout ce que vous avez eu à faire, vous avez été proche des instances de pouvoir, vous êtes aussi dans des instances de pouvoir. Qu'est-ce que c'est pour Mélanie Lemay, le pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est tout autour de nous, dans le sens où c'est dans les organisations, c'est dans nos relations familiales, au travail. Donc le pouvoir, c'est vraiment une espèce d'énergie qui est disponible, mais qui parfois, certains individus, en raison des étiquettes qu'on leur appose ou encore des préjugés, bien, c'est comme si on leur enlève leur subjectivité. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire, mais comment on peut prendre monsieur, madame, tout le monde et leur redonner le pouvoir qui leur revient pour que, en tant que citoyens et vivant dans une démocratie, on puisse pleinement s'exprimer et mettre notre couleur dans le monde. Donc, pour moi, le pouvoir, c'est vraiment la capacité de se rapproprier qui on est et en même temps veiller à ce que ça puisse être représenté dans l'ensemble des structures. Et vous le traduisez comment à titre personnel et professionnel, par exemple? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est de prendre une meilleure conscience de qui je suis. Je pense qu'aussi, c'est important de savoir quel est le meilleur moyen de communication qu'on a à notre disposition. Alors pour moi, ma plume est horrible, mais pour prendre la parole en public, j'ai une facilité. Donc pour moi, ça passe vraiment par donner des entrevues, organiser des événements, des conférences de presse. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de trouver sa voix à niveau de la communication pour mieux diffuser ses idées. Très bien. Est-ce que vous avez noté dans votre jeune parcours qu'il y avait une différence dans l'exercice de pouvoir ou la capacité à prendre conscience de son pouvoir et à l'exercer selon si on est un homme ou une femme? Je pense qu'il y a une différence aussi avec l'âge. Donc, étant une jeune femme, je vois aussi un impact parce que beaucoup disent « Oh non, mais c'est une petite jeune et nécessairement, elle n'a pas l'expérience. » Puis ça me fait rire parce que c'est pas parce que tu t'es assis, tu as laissé les années passer et un jour tu te réveilles que nécessairement tu as l'expérience derrière toi. Donc ça, c'est un élément, mais je pense que les gens perdent Il y a un adage d'ailleurs qui dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, oh, j'adore ça! Ça fait du sens. Et en fait, pour moi, c'est surtout la question devrait se dire qu'est-ce que je perds à ne pas exprimer du pouvoir? Parce qu'on le voit souvent, tu sais, qu'est-ce que les femmes... parce que c'est vrai qu'il y a des différences, tu sais, on peut pas les nier. Bien sûr. Mais d'un autre côté, les différences sont pas juste dans les instances décisionnelles, elles sont partout dans notre quotidien. Donc, je crois que les femmes, on perd beaucoup, tout simplement, à ne pas s'intéresser à la question. Donc, c'est pour ça que, selon moi, les sacrifices sont beaucoup plus grands quand on reste en marge, parce que sinon, c'est d'autres qui vont décider pour nous, pour nos corps. Alors, pour moi, c'est essentiel qu'à notre façon, à la hauteur de qui on est, bien, on s'exprime puis qu'on prenne notre pouvoir qui est à nous, en fait. Donc en fait, vous, la notion du sacrifice ne vous fait pas peur du tout, parce que c'est souvent ce qu'on dit, si tu t'engages dans des instants de décision, ça va te demander ci, ça va te demander tel sacrifice. Pour vous, au contraire, c'est plutôt énergisant. Oui, et puis on s'entend qu'indépendamment du choix que tu vas prendre, il va toujours y avoir des sacrifices à la clé parce que on est limité, les humains, on n'est pas infini. Donc, nécessairement, quand tu prends une décision de t'engager pour tel ou tel projet, ça va nécessairement dire que tu dois dire non à d'autres choses. Et la question, c'est plutôt de se dire, pendant que je suis en train de dire oui à ça, à tout ce qui est exigé de ma part, à quoi je suis fondamentalement en train de dire non? Et c'est dans cet espace-là que moi, je m'intéresse, c'est de se dire, bien, pendant que je ne suis pas en train d'occuper mon espace, qui d'autre est en train de le faire à ma place? Très bien. Justement, est-ce que vous avez l'occasion de partager ce point de vue avec d'autres jeunes femmes qui hésitent encore ou qui sont comme vous dans des instances de pouvoir et qui
en tout cas, aspirent à accéder à des niveaux encore plus élevés. Est-ce que c'est des moments d'échange, vous avez des moments d'échange de ce type-là avec des plus jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs? Oui, puis j'en ai aussi avec des femmes de tout gabarit aussi, des femmes qui sont issues de la diversité culturelle, qui vivent avec différentes formes de discrimination. Et pour moi, ce que je leur dis toujours, c'est, regarde, je suis consciente qu'effectivement c'est difficile, je te mentirai pas. Mais le fait est que notre existence en soi est de la résistance. Alors, c'est vraiment d'essayer de se dire, mais regarde, faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Parce que c'est sûr que si je m'arrête à chaque fois que j'ai reçu des remarques désobligeantes ou qu'on m'a jugé ou peu importe, mais j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai réalisé dans ma vie. Et c'est pour ça que pour moi, Et encore, il reste encore plein de choses à réaliser. Oui, mais c'est ça. Et moi, je me dis, sincèrement, faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'au final, c'est les gens qui s'expriment par rapport à leur propre peur, à leur propre vision. Ça parle aucunement de qui on est soi. Donc, nécessairement, il faut que ça glisse comme un peu sur le dos d'un canard parce que c'est là que ça va nous permettre de prendre mieux notre envol. Tout à fait. Face aux nouveaux défis de notre société, est-ce que vous avez identifié une pratique ou quelque chose que vous pensez qui pourrait contribuer à ce que les choses changent par rapport... Tout à l'heure, on parlait de justice sociale. Est-ce que vous avez identifié quelque chose où vous dites « ça, il faut absolument le faire parce que c'est dans notre intérêt collectif ». Je le vois en deux niveaux. Je pense que premièrement, il faut que les individus se retournent vers soi pour se donner le droit, en fait, de se regarder objectivement et de se dire « ben moi, qui je suis ?» Et le problème, c'est qu'on se laisse souvent définir par les attentes des autres et ce qui est attendu de qui on est. Et nécessairement, moi, je trouve que c'est important d'embrasser sa marginalité. Et il y a un adage japonais qui dit « trouver son ikigai », qui représente un peu ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu pourrais apporter une différence dans le monde, ce pourquoi tu es passionné et en même temps ce pourquoi tu pourrais être payé pour le faire. C'est ça. C'est quand même avantageux. Et quand tu trouves cette zone-là en toi, c'est vraiment possible de défoncer des portes parce qu'il n'y a personne qui peut t'arrêter. Tu vas avoir une énergie disponible qui va être illimitée. Donc, je pense que c'est vraiment de se donner le droit d'être original et de sortir un peu de la masse. Trouver son talent, en fait. Exactement, puis de savoir vraiment qui on est. Puis c'est vraiment la clé, je crois, de se poser les bonnes questions et non pas se laisser influencer par le reste. Est-ce que vous aviez identifié une pratique, un outil que vous souhaiteriez partager avec nous qui contribue justement à identifier qui je suis, comment est-ce que je peux trouver mon moi pour me réaliser et changer le monde? Je pense qu'il y en a plusieurs. Mais c'est sûr que pour ce qui est d'une analyse qui est intéressante à utiliser, c'est toute la question de l'intersectionnalité. Et ça veut dire qu'il faut prendre conscience un peu de où on se situe par rapport à nos privilèges dans la société et ça dans quoi aussi on a vécu des désavantages. Et ça permet vraiment de se positionner d'une façon qui est beaucoup plus objective parce que ça nous permet de réaliser que une personne qui vit une réalité qui ne m'est pas familière, elle va avoir une importance. Parce que cette personne-là témoigne de son existence, c'est une experte de ce sujet-là de par le fait d'exister. Alors quand toi, tu es capable de cibler aussi ce dans quoi tu es un expert et ce dans quoi tu as un avantage ou encore un désavantage, ça te permet de mieux te positionner par rapport à où tu es dans la société. Et il y a toute la question aussi d'accepter de se faire confiance puis d'accepter sa propre folie aussi. Parce que nécessairement... Sa propre folie! Oui! On est tous fous à un certain niveau, on est tous uniques. Donc nécessairement, il faut accepter de le reconnaître. Et c'est à partir du moment où on réalise qu'on a tous des perspectives différentes qui sont toutes complémentaires que vraiment, je pense qu'on peut apporter notre couleur au monde. Donc en fait, c'est vraiment à partir de notre particularité, de notre différence, d'en faire d'une part un point de ressemblance, mais aussi d'en faire vraiment une force? Tout à fait, parce que tu es l'expert de ta vie. Donc, nécessairement, il n'y a personne qui peut t'arrêter ou essayer d'invisibiliser ce que tu es parce que, nécessairement, tu témoignes que cette réalité-là existe. Et c'est vraiment là-dedans que moi, j'ai vraiment été capable de cheminer parce que je témoignais de réalités que j'ai vécues. Et nécessairement, je donnais un visage aux statistiques ou un visage et une voix à ces gens qui n'avaient pas nécessairement l'intérêt de le faire pour toutes sortes de raisons. Puis pour moi, c'est un moyen de dire non, c'est de la résistance, je suis là. Et vous ne pouvez pas m'effacer ou faire comme si je n'existais pas parce que je parle trop fort. Ou parce que je suis trop jeune, ou parce que je suis une femme. Non, exactement. Puis je pense qu'il n'y a jamais de trop. Parce qu'après, c'est « ah, je suis rendue trop vieille » ou « j'ai pas assez d'expérience ». Fait que finalement, tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Puis il suffit juste de capter les opportunités puis de se donner le droit de foncer. Si vous aviez une suggestion, une proposition pour promouvoir l'inclusion
ou la diversité ou la parité, laquelle serait-elle? Moi, c'est évident là, que ça doit passer par l'éducation dès la petite enfance. Parce que si on est capable de développer l'empathie envers soi, envers les autres, puis qu'on est capable de mettre de côté la peur qui nous est véhiculée avec toutes sortes d'inexactitudes, on pourrait vraiment avoir une plus grande compréhension de notre monde qui est complexe. Et je crois que d'enseigner l'éducation à la parité, ça serait vraiment important parce que ça permettrait aux gens aussi de mieux se connaître, de mieux se positionner, puis parce qu'on pourrait partir de où toi, tu as vécu des désavantages pour comprendre l'autre aussi dans sa différence. Oui, parce que finalement, quand tu te connais bien, tu es peut-être beaucoup plus ouvert pour accepter la différence de l'autre. Oui, parce qu'elle ne devient pas une menace pour toi, en fait. Exactement, puis tu es capable de connecter avec ta propre vulnérabilité et celle des autres aussi. Et tu comprends que derrière tous ces masques de force où il faut être ci, il faut être ça, mais en arrière, il y a quelqu'un qui est vulnérable et qui essaye simplement de coexister. Et quand tu es capable d'aller toucher cette partie-là de l'humain, ça t'emmène vraiment à te sentir beaucoup plus libre, toi, mais en même temps d'être plus sujet à écouter et entendre ce que l'autre a à dire. Très bien. Merci beaucoup. On revient tout de suite. Nous sommes de retour avec Mélanie Lemay. Nous parlions de justice sociale, de parité, d'égalité et d'engagement. Mélanie Lemay, tout à l'heure, on parlait de ce pourquoi chacun était fait, de quelle manière chacun devrait trouver son talent pour contribuer à changer le monde, mais aussi à se changer soi et trouver sa place dans cet environnement et favoriser concrètement l'inclusion, le vivre ensemble. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, une adage, une devise, quelque chose qui illustre vos propos, vos engagements, ou tout simplement vous illustre vous? Oui, bien moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, me décrit énormément bien dans le sens où ça me permet d'être en plus grande conscience de ce qui se passe autour de moi dans l'instant présent. Et d'être capable de se dire, bien regarde, c'est pas un hasard si présentement je suis en train de vivre telle circonstance, je regarde autour de moi qu'il y a et là je commence à entamer une discussion sur ce qui se passe dans l'instant. Bien c'est vraiment intéressant parce que ça vient rejoindre le principe de la synchronicité qui est très essentiel en art-thérapie, mais en même temps ça permet de se dire qu'effectivement, tu sais, quand on est lucide et qu'on est conscient de notre environnement, on va être capable de saisir au vol beaucoup d'opportunités qui autrement n'auraient pas été possibles. Et on réalise souvent aussi que nous sommes plusieurs à vivre les mêmes réalités, des fois en silence de notre côté, et d'être capable de les nommer ouvertement puis de le regarder sans détour, mais ça permet vraiment de créer des opportunités d'échange, de partage et de créer un changement. Parce qu'en mettant en commun nos vécus, nos vérités, bien, on réalise que nous sommes plusieurs à les vivre et que nécessairement ça devient un levier intéressant pour favoriser la transformation sociale. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps en veille ou alors avoir, on va dire, tous les sens ouverts tout le temps? Il faut être aux aguets parce que je crois que la vie nous amène souvent, en raison des structures sociales, à être aliénés, à être détournés de qui on est fondamentalement. Donc, c'est plus de retourner vers soi, de retourner en soi, pour être capable de se dire, bien regarde, quand je me libère de l'angoisse, du stress, de la pression, du regard des autres, qui je suis? Donc, c'est vraiment plus une question de se libérer soi des attentes pour vraiment devenir pleinement qui on est fondamentalement. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là que je préfère. Parce que c'est pas nécessairement d'angoisser à se dire « OK, il faut que je parle à tel » ou... Parce que quand il faut que je sois absolument comme telle personne voudrait que je sois. Absolument, parce que dans ce temps-là, tu te perds dans ton mental, t'es plus conscient. Donc, nécessairement, il faut vraiment se dire « Bien, je suis ouvert à l'expérience, puis indépendamment de ce qui se passe, je suis à la bonne place au bon moment. » Donc, je peux pas me tromper. Surtout quand tu apprends à te faire confiance, il y a un peu une image qui me vient, c'est l'oiseau, quand il va se pencher sur les branches d'un arbre les plus fines, il va pas parce qu'il se dit que l'arbre va tenir, mais parce qu'il a confiance en ses ailes. Ouais. Et qu'indépendamment de ce qui va se passer, il va être capable de se débrouiller. Et c'est un peu ça que je crois qui manque dans la société, c'est de valoriser
les capacités individuelles de chacun à rebondir. Et c'est ça, je crois, qui devrait être mis de l'avant parce que ça te permet d'avoir ton filet de sécurité indépendamment de ce qui se passe comme contexte ou comme situation. Donc, ça emmène la liberté. Ah ben, très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Et pourquoi? Oui. Pour pas faire de jaloux par rapport à la politique québécoise, je vais nommer quelqu'un d'international. Donc, je dirais Angela Merkel, parce que j'ai eu des gens qui m'avaient écrit pour me dire « Tu dois voir absolument son documentaire sur sa vie », parce que on avait certaines ressemblances, dans le sens que c'était une femme qui semble s'être amusée à détourner l'étiquette que les gens lui apposaient pour finalement les mettre en échec, dans le sens où je le vis dans mon quotidien, les gens se disent « Ah non, mais c'est une jeune femme, elle est inexpérimentée. » Exactement. Fait que des fois, je m'amuse à jouer à la folle pour les mener un peu en bateau parce que ces gens-là, au final, ils parlent pas de moi. Ils parlent de l'image qu'ils se font de moi, donc ça parle d'eux. Et nécessairement, quand tu réussis à les emmener là où eux pensent t'emmener, mais qu'en réalité, tu les influences à aller vers où tu veux être, bien, nécessairement, tu peux juste réussir. Puis c'est ce que je voyais dans son parcours quand je regardais son histoire de vie. C'était cette capacité à défaire les pièges que les gens essayaient de lui tendre. Puis ça, cette lucidité-là, puis cette capacité à s'amuser, puis à défaire tout ça, je trouve que c'est vraiment inspirant. Puis ça me rejoint beaucoup dans qui je suis. Ah, très bien. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Moi, c'est évident que je dirais par l'éducation, tout simplement, parce que j'aimerais vraiment que les gens se mettent à utiliser le développement de l'empathie dès l'enfance pour vraiment créer des programmes qui permettraient l'éducation à l'égalité, mais en même temps que ça soit utilisé aussi dans le monde des adultes à travers des analyses qui s'appellent différenciées par le sexe, et même le plus, qui lui permet de tenir compte aussi de tous les autres facteurs et toutes les autres réalités des gens qui composent la société. Donc cette lunette d'analyse qui est finalement l'intersectionnalité, mais elle permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus ajustées à la réalité des gens qui sont sur le terrain. Donc cette capacité de mieux comprendre, de prendre un pied de recul aussi pour mieux saisir les conséquences qu'un choix aurait sur d'autres, bien, ça permet non seulement de rendre la chose beaucoup plus simple, parce que c'est une question de s'éduquer, mais une fois que tu as compris, ça arrête de perpétuer tous les problèmes qui reviennent constamment et qui sont tellement prévisibles. Donc c'est pour ça que selon moi, ce serait un outil qui devrait être partout dans toutes les instances de pouvoir et décisionnelles. Et à tous les niveaux. Exactement, tu sais. Puis même dans notre entourage, fait que c'est vraiment essentiel. Oui, parce que je pense que c'est des concepts qu'on utilise beaucoup, mais qu'on maîtrise très peu et qu'on s'approprie pas vraiment, parce qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas, en fait. Oui, puis ça devient comme une obligation. Bon, ben là, il va falloir inviter telle personne parce que check, parce que... Puis moi, je trouve que c'est mal, parce qu'en théorie, quand vraiment tu comprends l'essence et quand tu écoutes vraiment ce que les gens veulent dire quand ils en parlent, bien, ça serait tellement d'une évidence que ça devrait même plus facile de prendre des décisions. Puis tout à fait. Oui, ça demande un effort de déconstruire des siècles et des siècles de préjugés et d'inégalités, mais une fois que ça va être fait, tu sais, ça va juste simplifier le tout parce qu'on va vivre en plus grande harmonie et nécessairement, on va permettre à tout le monde de développer leur plein potentiel. Tout à fait. Puis on va sortir un peu, selon moi, tu sais, il y a beaucoup de trucs archaïques qui nous limitent en tant que société, parce qu'on se restreint. On dit qu'on se prive, par exemple, la moitié de la population en disant que les femmes, elles n'ont pas d'ambition puis qu'elles doivent rester au foyer. Mais imaginez ce que ça pourrait être si toutes les femmes se sentaient légitimes de vouloir développer leur plein potentiel. Tout à fait. Si on donnait l'opportunité à tous ceux aussi qui voudraient l'apprendre, mais qui sont mis en marge en raison des stéréotypes. Fait que pour moi, c'est aliéné de rester en arrière au lieu de se dire, bien, pourquoi je ne prendrais pas en compte leur vécu pour finalement évoluer, tu sais, puis je pense que ça irait mieux pour tout le monde si on permettait à tous de développer leur plein potentiel. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Moi, je vais prendre quelque chose de mythique. J'aimerais ça être un phénix. Parce que ça représente... Et pourquoi? Oui, bien, ça représente bien beaucoup de périodes de ma vie qui ont été très dures, très noires, qui m'ont mené à renaître. Et nécessairement, ça me permet quand je repense à cet animal-là, de réaliser qu'au final, il n'y a rien qui est trop grave. C'est de saisir l'opportunité qui se cache derrière l'échec pour mieux transcender qui j'ai déjà été et devenir quelque chose qui est encore plus grand et encore plus fort que je l'étais précédemment. Fait que
Une fois, quelqu'un m'a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Je trouvais que c'était très joli. Tout à fait, oui. C'est splendide. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir ou la féminité ou qui vous représente, que vous avez envie de partager avec nous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Oui, alors j'en ai le cadre de chez une de mes amies avec qui je milite beaucoup. Elle s'appelle Tania Tremblay. Elle est fondatrice de Je suis indestructible. Et ça représente en fait un symbole pour moi qui est très fort. C'est la question des luttes passées. Donc, les manifestations, les femmes qui ont pris la parole. Et nécessairement, c'est de réaliser qu'en fait, là où je suis présentement, c'est un privilège. Parce que je suis en train de vivre le rêve de personnes qui, auparavant, ont travaillé fort pour qu'aujourd'hui, je puisse me permettre de goûter à cette liberté-là. Ouais. Et c'est un devoir aussi de pouvoir porter pour la prochaine génération ce qui nous a été légué. Et de faire en sorte que pendant mon court passage sur cette terre, mais que je puisse le faire rayonner et fructifier pour que dans quelques générations, les enfants qui vont nous suivre, mais ils puissent profiter de tout le travail que nous, on aura continué à faire. Exactement. Fait que c'est vraiment comme une suite logique, une question de gratitude, en fait, de ce qui nous a été légué pour en faciliter aussi la passation. Donc, Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Mélanie Lemay », vous lui diriez quoi? D'aller se regarder dans le miroir. Parce qu'on a besoin de tout le monde de manière pleinement unique. Puis je pense que si moindrement j'inspire quelqu'un, c'est de réaliser que ce qu'il trouve beau en moi, ça parle pas de moi. Parce qu'au final, je suis unique, mais ça parle de la projection, ça parle de qui cette personne-là, elle est. Donc nécessairement, si elle est capable de le conceptualiser ou s'imaginer « Ah, ben je suis inspirée par telle ou telle personne », c'est qu'en réalité, à son niveau, elle est capable de l'être. Parce qu'on comprend les choses seulement à la hauteur de qui nous sommes à la base. Et ça permet de réaliser finalement que c'est intéressant de s'inspirer d'une quantité de personnes qui ont réussi ou qui ont réussi à emmener des choses qui, pour nous, ont du sens. Bien, c'est de se dire, bien, si je trouve ça beau en elle, c'est que j'ai ce potentiel-là en moi. En moi. Et c'est de voir comment toi, après, tu peux devenir... Utiliser ce potentiel pour me réaliser et m'accomplir. Exactement. Fait qu'on a besoin de tout le monde dans leurs différences. Dans leur particularité et dans leur unicité. Exactement. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Pour Mélanie Lemay, en un mot, le pouvoir, c'est? Universel. Parce que tout le monde en a. Puis c'est de se dire comment je peux, tu sais, à la hauteur de mes moyens, prendre tout l'espace possible pour que ça puisse se réaliser, ce pouvoir-là. Et c'est vraiment une perspective d'empowerment, de se dire, ben regarde, le pouvoir, tout le monde en a, puis c'est de se dire comment moi, je décide de l'utiliser ou quels sont aussi les impacts quand je ne le fais pas. Donc nécessairement, c'est intéressant de le voir de ce regard-là parce que finalement, tu réalises que d'agir ou non, il y a un poids qui est associé à ça. Et c'est de décider finalement que tu décides de te donner le droit d'agir en pleine conscience. Très bien. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à aller visiter notre chaîne sur YouTube, mais aussi à liker, à Facebooker, à aller sur Instagram et sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi la découvrir sur notre site internet www.femmeetpouvoir.org. Vous auriez ainsi l'occasion de découvrir notre boutique avec tous les goodies à l'image des femmes que nous avons interviewées avec leur citation qui vous a le plus inspiré. Je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup.